Comment devenir data engineer en 2026? C'est l'objet de cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Et pensez également à vous abonner à la chaîne. Alors, ensemble, on va voir une petite roadmap pour essayer de devenir data engineer, se spécialiser en data engineering en 2026. Qui ça peut intéresser? Ça peut vous intéresser si vous êtes déjà, on va dire, dans un secteur plutôt tech, ou si vous avez une appétence pour la manipulation de données. Je pense à des gens qui sont data analystes ou business analystes. On peut tout à fait devenir data engineer en partant de ce poste-là. Mais également, si vous êtes développeur back-end, eh bien, ça peut être un choix de carrière qui est envisageable. Alors, le programme de cette petite roadmap, un petit récap, petit topo au début. Ensuite, on va parler de l'architecture et la modélisation. En tant que data engineer, c'est très important. Les langages à maîtriser, les bases de données et aussi les différents types de stockage qu'il faut connaître. Il n'y a pas tout qui est évoqué dans ces slides, mais c'est des idées pour démarrer. Aussi, tout ce qui est ingestion de données et orchestration des processus. Le processing de la donnée et la transformation, c'est le T de ETL. Et puis, on a les clouds, on devrait dire, et ce qui est IAC, c'est-à-dire l'infrastructure as code, qui est important et qui est très à la mode ces dernières années. On terminera sur le monitoring et tout ce qui est alerte, gestion des alertes et les tests. Allez, on commence tout de suite avec juste vite un petit panorama en 2026 du métier de data engineering. Qu'est-ce que fait un data engineer en 2026? Qu'est-ce qu'il va faire en 2026 et qu'est-ce qu'il fait en 2025? Eh bien, en fait, son rôle, c'est de construire et de maintenir des pipelines fiables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, si vous êtes d'astreinte, malheureusement, peut-être que vous allez devoir réparer un pipeline qui a cassé en week-end. En tout cas, il faut s'assurer qu'on est capable d'extraire la donnée, la transformer et la charger dans une autre base de données, dans un stockage différent, de manière fiable et sécurisée. L'idée, c'est aussi qu'on va manipuler des volumes de données qui sont importants. Donc, on va prendre des téraoctets de données brutes et on va les transformer en données propres, bien documentées et qui peuvent être servies rapidement. Ça va dépendre des cas d'usage. Évidemment, tout ceci doit être fait avec un coût maîtrisé, surtout quand on est dans le cloud. Et en fait, dans la plupart du temps, on est dans le cloud quand on fait du data engineering, c'est-à-dire AWS, Google Cloud Platform, Azure, etc. Donc ça, évidemment, quand on utilise les services dans le cloud, ça a un coût. Donc l'idée, c'est de bien ne pas faire déraper la facture. Et tout ceci doit être fait en respectant la sécurité. Si vous avez des failles, des data leaks, vous allez vous faire taper sur les doigts par votre département de sécurité. Et la gouvernance, c'est-à-dire savoir ce qu'on stocke comme données. Et bien sûr, vous devez intégrer, comme on est en Europe, des contraintes sur la protection des données, donc la RGPD en français, GDPR en anglais. Donc il faut bien pouvoir anonymiser la donnée, faire attention à la manipulation de données personnelles et sensibles, et le lineage en anglais, c'est savoir tracer l'origine de la donnée et des différentes étapes de transformation jusqu'à son stockage final. Une idée sur les salaires en France. Donc, un junior en France, ça peut être 40 à 50 000 euros brut, toujours brut, et malheureusement en net, ça fait beaucoup mal. C'était très mal, on va dire, en France, mais on va parler en brut. En confirmé 2 à 4 ans, ça peut aller entre 55 et 75 000 euros. Et un lead, 80 à 100 000, enfin 110 000 plus. Et puis, quand on est senior, ou en fonction des boîtes, quand on est confirmé, on peut avoir évidemment sur les postes tech des stock options, ce qui rend le poste plutôt attractif. Les compétences, alors j'ai mis qui te font passer direct en finale d'entretien, mais des compétences en tout cas qui sont assez clés dans ce poste. Il faut être bon en SQL et en modélisation. Alors ça va être surtout vrai pour les postes de analytics engineer, donc les data engineers qui sont plutôt spécialisés dans la modélisation du data warehouse. Il faut être bon en Python et en PySpark. PySpark qui permet de s'interfacer avec Spark et qui permet de traiter de la donnée de façon massive et parallélisée. Il faut bien sûr connaître Airflow ou des services similaires en termes d'orchestration. Il faut connaître bien un cloud en particulier. Moi, j'aurais tendance à dire Google Cloud Platform ou AWS. Azure, c'est plutôt connoté, on va dire, grosse boîte. On peut le connaître. Mais en tout cas, sachez qu'il faut en connaître au moins un avec tous les services associés. Pas mal de services associés en tout cas.
puisque après vous pouvez transposer vos connaissances dans divers clouds, hein. Les services sont à peu près équivalents entre les différents clouds. Il faut également connaître Docker, puisque vous allez en avoir besoin pour vos fonctions serverless, hein, vos Cloud Functions ou Lambda Functions sur AWS. Il faut connaître Terraform, on en parle après, et potentiellement Kubernetes, peut-être plus pour les gens qui sont DevOps, mais c'est important de connaître ça en tant que data engineer. Alors tout ça, pourquoi je vous le dis et d'où je parle pour vous dire tout ceci? Eh bien, moi j'ai 10 ans d'expérience en data engineering, j'ai vu le marché évoluer, j'ai vu aussi comme les différentes rémunérations et puis les différents enjeux, donc je vous fais part de mon expérience dans cette vidéo. Alors, on attaque pour ce qui est des compétences. On va devoir, moi je pense que c'est la compétence la plus importante et c'est la compétence qui montre que vous savez réfléchir. Il faut savoir bâtir une architecture et la modéliser, quel que soit votre cloud. En réalité, ici, j'ai mis des noms de services, mais ce qui est important de connaître, ce sont les différentes catégories ici. Il faut savoir à quoi servent les différents services cloud, quels sont les avantages, les inconvénients d'utiliser un service et quels sont les cas d'usage où on va devoir faire par exemple, du traitement serverless, par exemple, de l'enqueuing via des queues SQS ou équivalent, quand est-ce qu'on va devoir utiliser l'orchestration, et cetera. Donc ça, c'est hyper important, c'est même le principal, savoir modéliser ses pipelines, savoir choisir ses technologies et savoir justifier ses choix de technologie. Et bien sûr, ça part évidemment des contraintes du pipeline. Vous devez demander en tant que data engineer quelle va être la volumétrie, quelle va être la fréquence de rafraîchissement pour savoir ensuite ce que vous avez besoin d'implémenter pour votre pipeline. Et donc là, vous devez évidemment avoir un peu de curiosité business pour savoir quel est l'enjeu métier derrière votre pipeline. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un rafraîchissement à la seconde? Est-ce qu'on fait du trading haute fréquence? Ou est-ce qu'on va générer des rapports qui peuvent être rafraîchis à la semaine? Donc ça, c'est très important. Il faut s'y intéresser en tant que data engineer. Et de là, tout va découler en termes de service qu'on va choisir pour l'implémentation. Et puis après, on va peut-être avoir une notion de coût, une notion de volume qu'on va pouvoir traiter. Est-ce qu'on va avoir besoin de scaler plus ou moins facilement, etc. Donc très concrètement, comment on apprend à modéliser, comment on modélise? Bah, moi, j'utilise Escalibro et je trouve ça très bien. C'est très simple. On peut faire plus complexe, hein. Il y a Miro, il y a aussi Pigma. Bon, ça va, à mon avis, un peu trop loin. Il suffit de connaître, savoir faire des boîtes et des flèches et savoir comment les différents services s'interfacent entre eux. Est-ce que vous vous interfacez entre une base de données applicative, transactionnelle? Donc comment est-ce qu'on s'interface avec ça? Par exemple, un connecteur Debezium? Ou est-ce que c'est l'application qui va appeler votre pipeline avec un appel API via une API Gateway ou équivalent avec Google Cloud Platform? Ou peut-être un web service que vous allez mettre en place via FastAPI. Donc il faut connaître les services, ce pourquoi ils sont faits et comment on s'interface avec. C'est hyper important. Ensuite, les différents langages. Pour moi, c'est secondaire, hein, d'ailleurs. La priorité, c'est d'abord connaître, savoir faire des boîtes de façon plutôt abstraite et comment ça s'interface concrètement. Ensuite, on doit apprendre à coder. Bien sûr, il faut savoir faire les deux. Mais si vous avez peut-être des pas optimales en termes de langage de programmation, si vous êtes un expert en modélisation, derrière, vous allez pouvoir utiliser des outils tels que Cursor ou des LLL qui vont vous aider à programmer sans trop de problème. Évidemment, il faut quand même bien connaître les langages de programmation indispensables. Lesquels sont-ils? Moi, je pense que Python, ça reste le langage à prioriser en termes de programmation à proprement parler, langage de programmation. C'est encore très très répandu. Vous pouvez faire du Node si ça vous intéresse. Vous pouvez faire, bien sûr, vos Cloud Functions, vous pouvez les faire en Node ou en JavaScript, etc. Mais bon, moi, je pense que le Python, c'est le plus accessible. Et après, vous avez également du Java, mais c'est quand même de moins en moins fréquent. C'est très orienté boîte, moi je pense grosse boîte, qui vont plutôt avoir du on-premise, c'est-à-dire qu'ils vont gérer leur propre infra. Donc vous allez avoir du Java et en général, on a des contraintes fortes de robustesse dans ces boîtes. Donc on privilégiera Java. Mais moi, je pense que la priorité, ça reste Python quand on fait du data engineering. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en Python? Déjà, un point à pas négliger, c'est la gestion de dépendances. C'est pas si facile que ça, mais ça devient de mieux en mieux packagé, on va dire, en Python, avec Poetry, qui est pas mal. Vous avez UV,
qui est sorti récemment. Bien sûr, vous avez PIP et les requirements. Donc ça, c'est important à connaître. Ce qui est typing aussi, c'est important. Alors Python, c'est pas un langage qui est typé, mais vous pouvez quand même faire du typing, des type hints dans votre code pour aider à comprendre ce que fait votre code et aider aussi votre MyPy, par exemple, donc votre linter, à bien vérifier que vous respectez les types. Connaître évidemment les data classes et Pydantic. Alors Pydantic, c'est de plus en plus, on va dire, répandu, moderne en ce moment. On est sur un package qui permet de faire la validation de payload. Donc ça, c'est important si vous faites des lambda functions qui sont déclenchés par des appels API REST. Donc important à connaître. Pandas, pas mal aussi, pour faire du traitement parallélisé. Alors il y a Polars qui est aussi qui commence à être bien avoir la cote. Ça, c'est un fondamental, hein, Pandas, très important. Tout ce qui est logging, comment on log, et ça va être important derrière pour votre monitoring, bien sûr. Et les tests, donc PyTest, c'est ma librairie préférée. Vous avez UnitTest aussi. Mais en tout cas, faites des tests unitaires et vérifiez le coverage de votre code en Python. C'est important. Donc Python à prioriser. Ensuite, très important également, puisque vous allez devoir faire de la modélisation en tant que data engineer à un degré plus ou moins approfondi, mais il faut connaître quand même. Donc SQL important. Après, vous avez différentes, on va dire, saveurs, les différents dialectes SQL. Donc vous pouvez apprendre connaître les basiques SQL, puis après Redshift, le langage, enfin le dialecte Redshift, le langage, le dialecte BigQuery. Donc ça, c'est important. Et donc dedans, les fondamentaux à connaître, c'est les joins, tout ce qui est SQL, hein, joins, les filtres avec where, etc. Les window functions, important aussi, ça peut être pas mal. Et après, les fonctions plus spécifiques de parsing de JSON, par exemple, ça peut être intéressant. Et vous allez devoir aussi apprendre à utiliser DBT. C'est important DBT parce que ça permet d'orchestrer votre warehouse. Donc c'est un outil à bien connaître, à bien maîtriser. Et notamment, on a tout ce qui est bon, la syntaxe à proprement parler, hein, c'est templaté, DBT, et tout ce qui est diskeys and sorties, ça c'est important à connaître pour essayer d'optimiser l'utilisation de vos modèles. Donc ça à prioriser également. Et puis derrière, il faudrait prioriser Spark, puisque si vous devez faire du processing parallélisé massif, Spark c'est inévitable. Donc on peut s'entraîner sur du PySpark. Donc PySpark, ce qui est bien, c'est que Spark s'interface avec beaucoup de langages, hein, c'est un Spark qui est écrit en Java, mais donc vous pouvez faire écrire vos jobs Spark en Java. Maintenant, si vous faites du Python, vous avez une API Python via PySpark, donc ça c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de connaître une multitude de langages pour faire du data engineering. Très simplement, hein, Python, SQL, et puis après, comment on s'interface avec les différents services, comment on utilise les différentes API type PySpark. Donc ça, à prioriser, évidemment. Ensuite, tout ce qui est base de données et stockage, important en tant que data engineer. Donc connaître les bases de données transactionnelles, ça fait un peu lien avec la vidéo roadmap back-end développeur, mais un data engineer doit aussi, sans être un expert sur Postgre, tout ce qui est indexation, etc., c'est quand même important de le connaître. Je ne dis pas qu'il faut connaître les procédures stockées, c'est de moins en moins utilisé, mais savoir en tout cas lire un plan de requête et savoir comment une requête peut être optimisée, c'est intéressant. Et important, connaître comment on peut interfacer un pipeline avec une base de données Postgre ou une base de données MySQL. Donc comment est-ce qu'on va aller récupérer les modifications dans une base de données pour la réplication, puisque derrière on a un data warehouse qui va se charger de répliquer évidemment la base de données de l'application pour faire des analyses. Comment on s'y connaît? Par exemple, en lisant la log de la DB, ce qui s'appelle une log WAL ou Write Ahead Log, qui vous permet de connaître tous les changements dans une base de données et qui émet un événement que derrière vous allez pouvoir collecter. Évidemment, quand on dit événement, on entend Kafka derrière, donc ça c'est important à connaître. Évidemment, les data lakes à connaître, hein, donc S3, c'est classiquement Google Cloud Storage. Aussi les types de fichiers, hein, donc bon, le CSV c'est fini maintenant dans le data lake. Les JSON, à mon avis, pas trop. Plutôt maintenant prioriser, connaître comment fonctionnent les fichiers Parquet et Iceberg qui permet derrière d'indexer tout ça dans Glue ou dans Hive Metastore. Donc comment indexer sa base sur Data Lake, important à connaître. Donc ça, c'est un service à creuser. Ensuite, les data warehouse, comment ça marche? On a bien évidemment Redshift, BigQuery, Snowflake. Donc Snowflake, c'est très coûteux, mais c'est pratique.
Donc ça, c'est des data warehouse à creuser avec leurs spécificités, leurs différentes fonctionnalités, et comment on peut, brancher un data warehouse, avec, dbt pour, orchestrer la reconstruction du warehouse de manière assez régulière pour rafraîchir la donnée. Donc ça, c'est important à connaître. Ensuite, l'ingestion et l'orchestration. Donc quand on est, data engineer, les pipelines, eh bien, ils vont, ingérer la donnée. Alors on dit ETL, on dit extract, transform, load. L'ingestion, c'est la partie extract. Donc ici, dans l'ingestion, je ne suis pas du tout exhaustif, et dans l'orchestration non plus d'ailleurs, mais pour l'orchestration, on va dire la valeur sûre, la référence, c'est Airflow, que ce soit un Airflow que vous hébergez, vous hostez vous-même et que vous gérez vous-même, ou que vous, prenez en manager via AWS ou Google Cloud, ou Astronomer par exemple. Donc ça, en tout cas, pour comprendre comment Airflow fonctionne, comment on peut écrire des tasks, comment on peut écrire des task groups, comment on peut gérer la priorisation, comment on peut écrire des connecteurs custom pour s'interfacer avec d'autres services, comment on gère son retry, etc. Donc Airflow, c'est pas très compliqué en réalité, c'est un outil qui est quand même puissant, qui est pratique. Je pense que c'est assez indispensable à maîtriser. Et pour l'ingestion, on a, alors ici ne tenez pas compte de ce que j'ai mis ici. Bon, l'ingestion en temps réel, donc on a parlé de, par exemple, répliquer la donnée à partir de la base de données transactionnelle. Eh bien, cette ingestion en temps réel, ça va la plupart du temps se faire avec du Kafka. Vous avez évidemment des systèmes équivalents. Vous avez Google PubSub. À mon avis, vous pouvez également faire de l'ingestion de la sorte avec Kinesis et Firehose. Bon, ça, en tout cas, c'est à maîtriser ce type de technologie qui permet d'avoir des événements à chaque événement dans la base de données, ou autre, hein, d'ailleurs. Hein. On peut également brancher de l'extraction de records sur un Kafka. Je n'ai pas évoqué ici, mais je pourrais en parler. Tout ce qui est les outils d'ETL, justement, qui sont managés. Je pense à Airbyte, ça peut être intéressant. Vous en avez plein. Vous avez aussi les reverse ETL à connaître, comment sortir la donnée de votre warehouse pour la mettre dans des outils où ça sera utilisé par les métiers, comment par exemple brancher votre warehouse sur Salesforce, bon, bah, avec des outils reverse ETL style segment. Donc tout ça, il faut le connaître, c'est important. Ensuite, le processing et les transformations de données. Donc, on a des technologies qui me permettent, mais une fois qu'on a reçu des événements, par exemple, de les transformer et puis ensuite de les écrire ailleurs, ou peut-être dans un autre topic, ou directement dans un bucket S3, dans le data lake. Donc plein de possibilités. Donc il faut connaître les fonctions lambda, il faut connaître les cloud functions. Vous avez l'équivalent bien sûr en Azure. Et ces fonctions, elles s'écrivent en Python, en fait, assez simplement. Enfin, dans le langage que vous voulez. Mais l'idéal, à mon avis, c'est de se faire du Python parce que c'est le plus simple à apprendre et que c'est un langage que vous allez pouvoir utiliser à travers pas mal de briques de la stack data. Donc c'est important. Évidemment, connaître pour le processing, on a même en serverless, hein, d'ailleurs, du PySpark, enfin du Spark, avec l'API Python PySpark qui permet de communiquer avec. Important, donc c'est des éléments à connaître. Quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser du Spark et comment optimiser ces jobs Spark pour qu'ils soient efficients. Et bien sûr, ça a un coût, donc est-ce qu'on arrive à maîtriser les coûts? Donc ça passe par la connaissance des différentes structures de données, data frame, dataset, RDD, etc. Les différentes étapes d'un DAG Spark, donc le broadcast, les jointures, le shuffle, etc. Ça, c'est le partitionnement des données. Donc ça, c'est des choses à connaître, à maîtriser en fonction de votre niveau de seniorité espéré. Et ce qui est important aussi dans le serverless processing, et d'ailleurs dans la globalité de la stack data, c'est évidemment monitorer tout ça et comment faire scaler en français, faire passer en anglais, et du coup faire passer à l'échelle en français les différents services. Ça, c'est un élément à connaître, hein. Donc on peut paralléliser beaucoup de fonctions lambda, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un job Spark bien optimisé, bien partitionné? Donc ça, ce sont des éléments à connaître. J'ai pas changé l'image ici, mais vous comprendrez l'idée. Comprendre le cloud et l'infra as a code, oui. Donc les différents clouds, en fait, il suffit d'en connaître un bien. Donc moi je pense que vous prenez soit GCP, soit AWS, comme ça vous pouvez pas vous tromper, ce sont des clouds bien réputés, c'est les deux plus gros en termes de part de marché. Il y a Azure derrière, mais je pense que pour un développeur, c'est quand même plus sympa, pour un data engineer, de regarder AWS ou GCP plutôt qu'Azure. Donc
On a en plus, pour ces clouds, dès que vous ouvrez un compte, vous avez des crédits gratuits pour expérimenter sur GCP, c'est 300 $, pour AWS 200 $ pendant 6 mois ou 1 an, donc très bien pour expérimenter, pour faire des petits, projets, des toy projects. Ce qui est important de savoir, c'est, pas import il ne faut pas regarder tous les clouds, mais vous en regardez un, vous regardez tous les enfin, vous apprenez, les services principaux et vous faites des designs avec les services principaux et après vous n'aurez pas trop de mal à passer à un autre cloud. Et comment ça s'est permis justement de passer à un cloud différent? Eh bien, c'est avec, l'IAC, donc l'infrastructure as code, avec Terraform qui est, donc, en fait, c'est un on va dire un métalangage qui, enfin une sorte de langage, avec des JSON qui vous permettent de décrire l'infrastructure dont vous avez besoin et ensuite, bien, l'outil vous permet de directement provisionner les services auprès de votre cloud provider. Donc, c'est très bien. Avec, Terraform, on peut en fait être agnostique, en fonction des cloud providers et en bonus, vous avez, des services, qui sont pas du tout dans, des services de cloud provider qui ont déjà des ressources Terraform style, les ETL, avec Segment, ils ont des ressources Terraform. Donc de plus en plus, on va avoir, son infrastructure, toute son infrastructure qui va être, terraformée et qui va vous permettre évidemment, si vous faites du Terraform et ça fait le lien avec l'image d'ailleurs, ça vous permet de versionner votre infrastructure. Donc à chaque changement, hop, vous pouvez, faire une PR sur GitHub et puis, pousser le changement et donc, en fait, ça vous permet d'avoir aussi, de quoi restaurer votre cloud si, votre infra, si jamais il y a un problème, par exemple. Donc, important à connaître. Également, comme on est dans le cloud, il faut connaître Docker, évidemment. Vous en aurez besoin pour vos cloud functions et vos fonctions lambda. Bon, vous pouvez faire des fonctions lambda via des zips, mais en fait, au bout d'une certaine, taille de dépendance, vous êtes obligé de passer sur un Dockerfile. Donc autant apprendre Docker et puis, pourquoi pas aussi, comprendre, comment ça marche les Docker Compose pour provisionner un ensemble de ressources dont vous pouvez avoir besoin. En bonus, pas obligatoire à mon avis, mais intéressant à connaître, Kubernetes, hein, qui vous permet d'orchestrer justement des containers. C'est plutôt, on va dire, orienté DevOps, mais ça peut être intéressant aussi pour un data engineer. Tout ce qui est monitoring, alerte et test. Pour ce qui est, on va dire, du data warehouse, eh bien, on peut utiliser, on a des outils qui nous permettent de tester la donnée, donc très intéressant. Et donc, évidemment, si on détecte des problèmes, on peut lever une alerte qu'on pourra voir en temps réel. Vous avez Great Expectations, vous avez les tests dans DBT, vous avez Elementary aussi, qui est plutôt pas mal pour tester eh bien, vos modèles une fois qu'ils sont rebuild. CloudWatch ou équivalent GCP pour en fait, voir ce qui se passe dans votre cloud. Alors, surtout CloudWatch pour les différents services, les différentes pipelines à l'intérieur de votre cloud, pas mal utilisé pour les fonctions lambda, les Cloud Functions. On peut évidemment brancher Datadog, intéressant également, ça a un coût Datadog, mais c'est hyper efficace pour monitorer une stack data. Et puis l'avantage, c'est que ça peut aussi se brancher sur l'application qui pourrait, le SaaS sur lequel vous allez bosser, qui est potentiellement aussi branché sur Datadog. Donc vous avez de bout en bout toute la vision avec cet outil qui est assez exceptionnel, il faut le dire. Et puis, on peut, évidemment monitorer ce qui se passe d'un point de vue fonctionnel. Si vous avez des SLA, c'est-à-dire des, niveaux de service, contractuels avec, vos clients, eh bien, vous pouvez voir ce qui se passe en termes de temps de réponse, en termes de disponibilité. Donc après ça, peut-être que vous allez devoir faire de la modélisation un peu custom via DBT, mais derrière, vous pouvez l'exposer dans Metabase ou tous autres outils de BI. L'avantage de Metabase, c'est que c'est open source et gratuit, vous pouvez l'hoster vous-même, donc c'est plutôt pas mal. Et puis en tant que data engineer, c'est important, il faut suivre ces pipelines. Donc la plupart des boîtes tech utilisent Slack pour communiquer. Là, il y a des connecteurs Slack entre par exemple CloudWatch et Slack, ou même Airflow et Slack, qui vous permet d'avoir des alertes une fois dès qu'il y a un problème. Et là, vous allez pouvoir débugger votre pipeline. Merci pour votre attention sur cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.